Encore une fois de plus, chers amis téléspectateurs de Mali Djigui, de diasporactiontv.com et des informations du Mali. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie avec des frères africains, panafricains, pour parler d'un sujet d'actualité qui est en cours sur le continent africain, à savoir les élections présidentielles passées du 22 février 2020 au Togo. Donc, comme vous le savez, va être peut-être le quatrième mandat du président Faure Gnassingbé. Et donc, qui dit être réélu avec un score de 72% lors des élections du 22 février passé. Et comme vous le savez, il y a des contestations et puis il y a une forte répression en cours au Togo aujourd'hui, suite à ces élections. Donc, pour ce faire, nous avons aujourd'hui jugé nécessaire de donner la parole aux frères panafricains. À ma droite, vous avez M. Raymond Aïvi, qui est le coordinateur de Kodi Togo. Kodi Togo, qui n'est autre chose que la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie au Togo. Donc, à ma gauche, vous avez M. Rigobert, qui est membre du CSDB Bénin. Le CSDB qui est la coordination, le collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Abdelbaï, merci de nous recevoir. Bonsoir. Sans plus tarder, Monsieur Raymond, pouvez-vous nous faire l'historique de la situation togolaise qui dure depuis un certain nombre d'années? Merci beaucoup, cher frère Abdoulaye, de nous recevoir sur votre chaîne. Vous savez, ce qui se passe au Togo, c'est l'histoire d'une injustice et l'injustice de l'histoire. Depuis 1963, au lendemain donc des indépendances obtenues par le président Sylvanus Olympio, le Togo a basculé dans la prise de pouvoir de l'armée, précisément le 13 janvier 1967. Monsieur Gnassingbé Yadema a pris le pouvoir, est devenu président jusqu'à sa mort en 2005 et a dirigé donc ce pays d'une main de fer, vous le savez très bien. Et à la mort donc du président Yadema, son fils Faure Yadema l'a succédé dans les conditions que vous connaissez. L'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies, a certifié le nombre de morts, au moins 500, nombre d'organisations de défense des droits humains, on a compté plus de 1000 morts. 1000 morts après justement, la succession Yadema au pouvoir. Voilà, la succession chaotique, on va dire, du père par le fils. Et 15 ans après, nous en sommes toujours à nous battre au Togo pour que la démocratie puisse s'installer. Je m'explique. La Constitution votée au lendemain des conférences nationales en 1990, comme vous le savez, 91 précisément au Togo, une constitution votée à plus de 98% par les Togolais, y compris le président Yadema lui-même qui a appelé à voter pour cette constitution, exigeait que tout président au Togo devait faire que 2 mandats. Voilà qu'après l'élection 93, suivie de l'élection 98, on va l'appeler ainsi parce que les élections ne sont pas crédibles, du président Yadema, 2 mandats après,
En 2002, le président Yadema fait modifier la Constitution pour un troisième mandat. Le troisième mandat qu'il a commencé en 2003 et qui n'a que duré 2 ans, puisque le président Yadema décéda en février 2005. Et c'est justement la succession chaotique que nous avons connue avec son hécatombe de morts. Et aujourd'hui, 15 ans après, donc, 2005-2020, voilà son fils, après avoir fait 2 mandats, a poussé à faire le troisième, il en demande un 4e aujourd'hui. Et ce 4e mandat... Faisant des milliers de morts, en passant. Puisque son régime, on va dire, est né après avoir quand même fait un bilan de plus de 1000 morts. Et donc, en janvier dernier, le 8 janvier précisément, Faure Yadema, fort de sa modification de la Constitution en mai 2019, brigue un 4e mandat avec son parti, le RPT, UNIR. Et pour pouvoir aller aux élections dont vous avez parlé, les élections qui ont eu lieu le 22 février dernier. Tenez-vous bien, avant cela, entre 2017 et 2019, je pense que le monde entier a vu les Togolais en crise, avec plus de 2 millions de citoyens togolais dans la rue, de par le pays, et dans la diaspora, un peu partout, à Washington, à Paris, à Montréal, un peu partout, en Afrique aussi, où les Togolais demandaient le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir, parce qu'ils ont soif de l'alternance. On va aux élections le 22 février, tenez-vous bien, on nous dit après 2 ans de crise que Faure Gnassingbé gagne ses élections haut les mains avec un score de 72,36%, ce qu'il n'a jamais eu depuis 15 ans. Post-crise, résultat post-crise. Donc du coup, ça interroge, ça bouscule. Ouais, ça va au-delà de l'entendement en fait. Tout à fait. Ouais. Et du coup... Mais comment est-ce possible cela? Parce que toutes les institutions togolaises sont à la botte du système de gouvernance de Faure Gnassingbé. Et donc, on va dire, les résultats sont écrits à l'avance. Et donc, personne au Togo aujourd'hui n'y croit à un tel score. Ce sont une fabrication qui sort de l'imaginaire fabrication qui sort de l'imaginaire donc de la conférence de la Commission électorale nationale dite indépendante. Et puis au lendemain, le poteau rose a commencé à être décelé, puisque un peu partout les langues se sont déliées et on a commencé à avoir des fraudes massives, que ce soit des bourrages d'urnes ou que ce soit des individus qui se vantaient d'avoir voté tout seul plus de 300 bulletins un peu partout, surtout dans les septentrions togolais. Donc, d'accord. Donc, la chose qui a rendu cet état de fait possible, c'est que, quelque part, comme vous le dites, toutes les institutions sont concentrées entre les mains d'un seul clan. Si je comprends bien, en off, vous étiez en train de m'expliquer que, par exemple, l'institution la plus forte de l'État, qui peut être qui est l'armée généralement dans ces pays-là, est ethnicisée. Donc, est-ce que cela n'a pas favorisé ces hold-up-là aussi, quelque part? Vous savez, selon le code électoral, les élections doivent pouvoir avoir des observateurs, disons, de tous bords. Mais là où le bas blesse, c'est que cette fois-ci, les Togolais ont demandé à ce que
des réformes soient faites avant les élections. Et ces réformes ne sont pas faites, c'est-à-dire que le fichier électoral n'a pas été nettoyé tel que le demandait le peuple togolais, en tout cas l'opposition. Je vais prendre l'exemple du vote de la diaspora. Tenez-vous compte, hein, tenez-vous bien. Vous vous rendez compte que dans cette région, dans cette Europe, il n'y a que la France qui vote. Comme si il n'y avait que la France qui comptait des ressortissants togolais. En Allemagne, il y en a plein. Mais maintenant qu'on a dit que c'est la France qui va avoir, en tout cas les Togolais en France qui vont avoir droit au vote dans la diaspora, tenez-vous bien, il n'y a que 28 personnes qui ont eu ce sésame pour pouvoir voter. Vous savez pourquoi? Parce que le régime de Faure Gnassingbé demandait 3 pièces. La carte d'identité en cours de validité, le passeport en cours de validité, la carte consulaire en cours de validité pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale quand on est résident en France. Et ce faisant, ça a limité bon nombre et il n'y a que 28 personnes qui ont pu... Sur l'ensemble de la diaspora togolaise en France, 28 personnes qui ont pu voter. Donc je prends cet exemple. Et les chiffres ont été, les résultats ont été comment ici? Ça veut dire que Faure Gnassingbé a 100% en France. Donc c'est en Europe, c'est-à-dire en Europe, c'est seule la France qui a voté. Qui a voté. Et en tout cas, au niveau européen, il n'y a que la France où il y a eu... Parce que dans le monde, il n'y a que 5 pays qui ont été retenus pour ce vote. La RDC, le Maroc, le Gabon, et puis la France et les États-Unis. Voilà. Dans toute cette lutte que nous menons pour le vote de la diaspora depuis longtemps, voilà les 5 pays et voilà la façon dont ça a été mené. Donc c'est pour vous dire que les réformes demandées n'ont pas été établies telles qu'on le veut. Je vais donner un autre exemple. Le code électoral prévoit que des observateurs soient présents à ces élections-là, des élections au Togo, et que le dépouillement soit public. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Déjà, en amont, le régime a refusé qu'il y ait des observateurs nationaux. Je vous donne que 2 exemples. Il y a une société civile organisée sous l'égide de l'épiscopat. On lui a été refusé de pouvoir observer les élections. De 2, il y a le Conseil national de la société civile, le CNSC, qui a été parrainé par le NDI aux États-Unis, qui leur a fourni les moyens logistiques. Savez-vous qu'à quelques jours des élections, le gouvernement a sommé la société NDI de quitter le pays avec sa logistique parce qu'ils sont personnes non grata pour pouvoir observer cette élection. Mais en même moment, tenez-vous bien, il y a des observateurs qui ont été triés sur le volet, des observateurs de la CEDEAO. Donc, bref, des amis de Faure Gnassingbé, de CEDEAO et de l'Union africaine qui sont venus observer le scrutin. D'accord. Et donc, vous attendez bien que les résultats pour eux, c'est de dire que la CENI a donné des résultats conformes au vote, ce que les Togolais ne se reconnaissent pas dans un tel résultat, puisque ce n'est pas ce qu'ils ont voté, et que le soir même, quand le dépouillement a commencé à se faire, avant la consolidation et les transmissions au niveau de la CENI, CELI par CELI, ce qu'on appelle les CELI, ce sont des centres électoraux locaux, sont des démembrements de la Commission électorale nationale à travers les pays. Pendant le dépouillement, je peux vous dire que l'opposant Agbeome Kodio était en tête largement, et cela a été certifié par ses collègues, notamment Jean-Pierre Fabre et d'autres, que largement il était en tête avant que les manœuvres de fraude ne commencent
En fait, si je comprends bien, avant de donner la parole à notre cher ami Rigobert, avant que le pouvoir ne prenne les dispositions pour frauder, ils n'étaient pas sûrs que pour eux, leur victoire était certaine. Loin de là, puisque Olémé, l'opposant Guillaume, était en tête un peu partout dans les 5 régions. Ils ne s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient. Voilà. Et donc ils ont été surpris et je dirais que cette surprise pour nous ne surprend pas les Togolais, même puisqu'ils savent ce qu'ils ont voté. D'accord. Et donc du coup, aujourd'hui, purement et simplement, il s'agit d'un énième hold-up électoral qui sévit sur le continent africain. Le continent africain, notamment ce qui s'est passé le 22 février au Togo. Okay. Et donc, le peuple togolais ne veut pas se laisser faire parce qu'à cette allure-là, les élections ne servent plus à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un bout de papier, on met un score là-dessus et on vient à la télévision, on lit et puis l'affaire est pliée et on recommence. Et à la belle dame des citoyens. Voilà. Okay. Et on recommence tous les 5 ans comme ça. Il vaut mieux que tout ça, ça s'arrête et qu'on puisse aller véritablement vers un système démocratique où toutes les forces vives de la nation puissent participer on va y revenir au développement du pays. Notre cher ami Rigobert qui est du Bénin, on va nous tourner un peu vers lui pour savoir, comme nous savions que le Bénin et le Togo, c'est des pays qui font frontière, je pense que les populations sont assez bien placées. Et tu trouveras une famille de l'autre côté et puis une autre famille qui a les mêmes des parents de l'autre côté de la frontière également. Je pense que quelque part ça c'est votre cas, M. Rigobert. Mais seulement du point de vue panafricain, quel regard avez-vous de la situation togolaise d'aujourd'hui? Ok, et merci de m'avoir donné la parole. Vous faites bien donc de faire remarquer que les peuples togolais et béninois sont deux peuples frères. Personnellement, j'ai la moitié de ma famille qui réside au Togo. J'ai un nombre de frères et de sœurs qui ont la nationalité togolaise. Ce qui se passe au Togo est un véritable scandale. Et ça fait plusieurs décennies que cela dure. Le Togo vit une dictature héréditaire sanguinaire de près de 40 ans. Et cela devient insupportable. 53 ans. Rappelons en passant que le peuple togolais vient de sortir de 2 ans de lutte acharnée contre cette dictature-là. Ce qui vient de se passer confirme une chose, c'est qu'une dictature n'organise jamais les élections pour les perdre. C'est toujours pour les gagner. Au football, il avait dit. Si je ne me trompe pas, c'était lui qui l'avait dit. Oui, il dit que c'est Zouaï qui disait que c'est le Messie de... Oui. Donc, les observateurs ne sont pas surpris qu'en amont, le dictateur au petit pied ait préparé son armée clanique, son armée ethnique pour bourrer les urnes et s'autoproclamer une 4e fois président élu du Togo. Cela ne nous surprend pas. Mais nous comptons sur la vaillance du peuple togolais pour lui faire face. Ça ne se passera pas comme il le souhaite. D'accord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est au combat et non à la résignation. L'état d'âme des Togolais, de la diaspora et des Béninois, des Africains d'une manière générale, parce que à ce que je sache, vous êtes tous les deux membres de la plateforme panafricaine qui est un regroupement de plusieurs entités associatives de plusieurs diasporas. Donc, quelles sont les dispositions qui ont été prises dans ces différentes associations pour que le monde sache ce qui se passe au Togo? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, mais je crois donc savoir que le 7 mars, une grande manifestation est prévue donc sur la place de Paris pour dire stop, ou si vous voulez non au hold-up électoral dans les pays africains et en particulier au Togo. Nous essayons donc de mobiliser nos frères panafricains pour qu'ensemble nous puissions donc lors de cette manifestation dire de commun accord non au hold-up électoral, non à ces marionnettes qui jouent les dictateurs avec le soutien en sous-main donc de l'impérialisme français. Cela devient insupportable. D'accord. Et donc, je vais me tourner encore une fois de plus vers Raymond. Raymond,
Vous comptez à peu près mobiliser combien de communautés à travers la plateforme, à travers d'autres convergences que les différentes diasporas africaines ont sur la place parisienne? Mais je pense que cette question de hold-up électoral au Togo et en Afrique en général, c'est une question qui fait converger nos luttes. Donc sur le plan de convergence de lutte, toute la diaspora africaine est conviée à répondre présent. Pour cela, ne serait-ce que au niveau de la plateforme panafricaine qui sait mutualiser les moyens pour les combats qu'il mène, notamment les combats pour la démocratie et l'installation des libertés fondamentales. Nous avons divers diasporas comme celle du Bénin. Je remercie mon frère Gobert ici présent, comme celle du Mali. Je remercie toi-même Abdoulaye ici présent. Et nous allons aussi convier les autres, comme nos frères et sœurs ivoiriens, nos frères et sœurs du Burkina, nos frères et sœurs du Tchad, nos frères de Djibouti, nos frères et sœurs du Niger, nos sœurs et frères d'un peu partout, pour que, comme nous l'avons déjà fait le 7 octobre 2017, si mes souvenirs sont exacts, que le grand rassemblement auquel nous appelons pour le samedi 7 mars, qui est beaucoup de monde, pour dire, Rigobert l'a si bien dit, non, stop au hold-up électoraux en Afrique, au Togo actuellement. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier, en 2016, c'était le Gabon. On a vu comment ça s'est passé avec Jean Ping. Et puis hier, c'est avec Maurice Kanto, on a vu comment ça s'est passé au Cameroun. Et aujourd'hui, et on voit comment ça se passe au Togo. Et demain, ce sera le tour du Mali. Ce sera demain le tour du Mali, de la Guinée, et puis la Côte d'Ivoire. Donc en fait, il y a une oligarchie qui détient le pouvoir africain, qui ne veut pas les lâcher. Mais pour reprendre les mots des propres dictateurs qui disent une minorité fait main basse sur les richesses des pays, et après les élections ne sont que des alibis pour tromper le peuple et l'opinion nationale et internationale, comme quoi on fait des élections alors que ce ne sont pas des élections, c'est une manière simplement de pouvoir renouveler leur bail, leur propre bail, pour continuer à piller les ressources. Et avec cela, jamais les pays africains ne pourraient développer. Mais ce qu'ils oublient, ces dictateurs-là, c'est que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, cette jeunesse de 2020, ce n'est pas la jeunesse africaine de 1970-80. C'est fini. Avec les nouvelles technologies, les informations en temps réel, les choses fusent. C'est d'ailleurs comme ça qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Togo en temps réel, on le sait. Et donc, la lutte va être âpre. Et je pense qu'ils peuvent compter donc sur... Donc, vous comptez vraiment sur une grande mobilisation au pays. Tout à fait. Pour dégager Yassimbe et sa clique. La preuve, vendredi, les jeunes ne se sont pas laissés faire. On a vu des vidéos, des images d'ailleurs circuler sur les réseaux sociaux, et des policiers matraquant la population. Mais j'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour mon pays. Voilà. Les images comme ça ne nous grandissent aucunement pas. Puisque quand on voit les courses-poursuites de militaires, de police et derrière qui poursuivent comme ça les jeunes, je me dis, mais attendez, donc, nous sommes au 21e siècle avec ça là. Je suppose que votre organisation qui est Codi Togo est en contact permanent avec la population locale en vue de les aider à s'organiser mieux pour résister mieux dans leur résistance contre la dictature. Nous avons même appelé contre la dynastie
parce qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Ben, Yadema, c'est une dynastie au pouvoir depuis l'assassinat de votre premier président. ben, il faut dire que justement, cette dynastie en devenir, c'est celle-là que justement le peuple togolais N'en veut plus. n'en veut pas du tout. D'accord. Parce que le Togo, c'est une république. Nous voulons sauver la république. D'accord. Nous ne voulons pas basculer dans une dynastie. Chemin faisant, on voit qu'il nous impose une dynastie que le peuple togolais rejette catégoriquement. Et donc, c'était le résultat de ces rejets-là qui s'est traduit dans les urnes en votant votre candidat, Agbeyome Kodjo, M. Kodjo, à la tête de l'État, mais qui se voit voler sa victoire. En fin de compte, c'est ce que vous contestez aujourd'hui. Tout à fait. Donc, et cette contestation, oui. elle s'est exprimée vendredi à Lomé, Oui. et notamment, et ça va s'amplifier dans tout le pays. Et samedi, c'est-à-dire hier, à Washington, dans la diaspora, ça s'est exprimé. Oui. Et samedi prochain, en Europe et notamment à Paris, Oui. ça va s'amplifier aussi parce que nous convions tous les diasporas, Jusqu'à ce toute la que, diaspora africaine, jusqu'à ce que justement Victoire la victoire soit Parce qu'on a vu acquise. quand même qu'il y a les États-Unis qui ont reconnu votre candidat vainqueur des élections, non, ou qui reconnaissent, disons, qui exigent le recomptage des bulletins de vote. Le secrétaire d'État, l'ancien secrétaire d'État, je crois, Herman Cohen, Oui. a demandé, a félicité d'ailleurs le président nouvellement élu, M. Agbeyome Kodjo, pour sa brillante élection avec un taux de 67%, puisque, pour reprendre ses propres dires, il dit que lui, ils ont en tout cas aux États-Unis, ils ont les vrais résultats, et que c'est Agbeyome Kodjo qui a gagné avec 67%. Et il demande expressément au pouvoir togolais de Faure Gnassingbé de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Tout justement, Donc, ce qui permettrait d'arbitrer le contentieux. On a appris quand même que de ce point de vue-là, le comptage par voie électronique, ils ont supprimé ça maintenant. Ben, vous savez, il faut dire qu'à l'approche des élections, c'était un bras-le-bas en combat parce que les règles du jeu se changeaient en cours. Ah ouais. Un match qui a débuté, pour reprendre votre métaphore de football, vous imaginez que les gens sont dans les vestiaires et ils veulent entrer sur le terrain et l'arbitre maintenant change le jeu en disant vous pouvez prendre maintenant avec la main et vous courez, c'est du football ou c'est du basket? Ah ouais. Il faut le savoir, donc c'est un peu pour prendre le rapport. Et justement par rapport à ce que vous dites sur la transmission des résultats par voie électronique qui, à 48 heures des élections, on voit subitement que le président de la CENI décrète à lui tout seul, du haut de son piédestal, qu'il faudrait faire autrement. Et donc c'était un peu un embrouillamini de mesures que les Togolais ne comprenaient plus. Et aujourd'hui, on en est là parce qu'en fait, on a compris que ce n'est pas des élections crédibles qu'ils voulaient, on le savait, on les a vus à l'œuvre, mais il faut dire quand même que la ficelle était trop grosse pour que ça soit avalé à un score de 72%. Et personne ne le croit, et je crois qu'au sein même du APT Unir, ils le savent. Je pense que ils ont été trop gourmands et ça ne passera pas. D'accord. On arrive bientôt à terme de l'émission. Est-ce que votre dernier mot, l'un comme l'autre, sur la situation et puis sur la manif que vous comptez organiser samedi prochain, vous avez pris toutes les dispositions nécessaires pour la mobilisation. Quelles sont les dispositions particulières et quel message avez-vous à transmettre aux différentes communautés africaines de Paris et particulièrement de la communauté togolaise? Ben, d'abord, à la communauté togolaise, je dirais que personne ne reste chez soi en disant je ne suis pas concerné. Parce qu'aujourd'hui, la question est, si je suis pour l'alternance, je me mobilise et je mobilise tous mes proches. Si je reste chez moi, ça veut dire que je suis pour le statu quo. C'est-à-dire,
je soutiens en quelque sorte Fonia Sengbe. Donc ne pas bouger aujourd'hui, c'est être quelque part contre l'alternance. Donc tous ceux qui sont pour l'alternance, mobilisons-nous et mobilisons tous nos proches. Et c'est dans ce sens que je convie mes frères et sœurs panafricains à venir grossir nos rangs, parce que le combat, il est le même. Il est le même. J'ai donné des exemples tout à l'heure au Gabon, au Cameroun, et là, et ça va continuer au Mali, ça va continuer en Guinée, ça va continuer en Côte d'Ivoire. On a encore en Afrique de l'Ouest nombre d'élections qui sont en vue avant la fin de 2020. Donc justement, nous tous, nous devons c'est l'occasion mutualiser. pour que les gens, les différents combattants de la diaspora, tout à fait, force vive de la diaspora africaine, se donnent la main. Et comme je l'ai si bien dit en l'écrivant dans notre dernier communiqué de Cody Togo, résister, c'est notre seule voie de salut pour nous les Africains, pour combattre l'impérialisme qui veut que les Africains ne soient pas émancipés et développés. Et donc, ce mois d'année, avec toute la jeunesse, nous donnerons tout, en tout cas dans la diaspora, pour pouvoir relayer la lutte que mène désespérément la jeunesse africaine pour qu'elle arrête de prendre la route de l'immigration pour venir échouer sur les côtes méditerranéennes, comme si l'Afrique n'était pas riche, alors que l'Afrique, c'est le continent le plus riche de tous. Merci en tout cas de... Merci Raymond. Et on se dit rendez-vous le 7. Nos médias se feront un grand plaisir de couvrir la manifestation du 7 mars. Samedi à la 7 mars aux Invalides. La cour des Invalides. La cour des Invalides à partir de 13h. C'est en face du Quai d'Orsay. Métro 8. Arrêt invalide. Okay. Ligne 1 et 8, arrêt invalide. Monsieur Rigobert, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Non, mais c'est relativement simple. Nous devons avoir foi à la victoire finale de notre peuple. Nous devons être déterminés à poursuivre dans ce combat-là. Donc il n'y a pas 1000 mots d'ordre. Le mot d'ordre doit être résistant. Résistons aux côtés de nos peuples et en avant pour le combat. La victoire finale de nos peuples est assurée. Je vous remercie. Ok, merci Rigobert. Donc, chers amis Malik Djigui des Diaspora Action TV et puis des informations du Mali, nous vous disons très très bientôt. Et puis, pour tous ceux qui nous ont suivis, je tiens à vous remercier. Continuez à partager cette vidéo afin que les Africains et les Africaines se mobilisent ici pour une Afrique libre et unie. Le rendez-vous, c'est le samedi à partir de 13h aux Invalides pour manifester avec les compatriotes togolais panafricains. Et vous retrouverez l'intégralité aussi, vous pouvez retrouver cette vidéo sur nos autres médias, à savoir la chaîne YouTube ainsi que la chaîne Instagram. Merci, à très bientôt.